Donc c'est un vrai plaisir d'être avec vous venant de Normandie. Donc Normandie, je pense que vous connaissez mieux la géographie que les Français, mais je vous mets quand même l'image du Mont-Saint-Michel pour vous situer. Et donc c'est un vrai plaisir de revenir vous voir, puisque j'étais venu il y a quelques années vous parler de la fin des quotas laitiers en Europe, comment on s'y préparait. Le livre que j'ai écrit sur la révolution numérique, je l'ai appelé « Vers un Big Bang agricole », ce qui résume la façon dont le regard que je porte sur cette révolution qui est en cours. On me dit souvent en France, quand je discute avec les copains, mais est-ce que tu vas pas un peu fort? Bon, le titre, bien sûr, c'est pour faire vendre, mais est-ce que tu vas pas un peu fort? Et je dis non, je crois vraiment que le numérique, c'est chez nous, mais je pense chez vous aussi, une révolution du même ordre que l'arrivée du tracteur pour nous au lendemain de la guerre dans les années 50. Je pense que c'est le même type de révolution. Simplement, l'arrivée du tracteur, ça ne s'est pas fait en 48 heures, ça a pris 15-20 ans, le temps que ça irrigue toutes les entreprises agricoles. Je pense que la révolution numérique ne prendra pas 20 ans, elle ne prendra pas 6 mois, mais elle ne prendra pas 20 ans, elle va prendre quelques années. Donc, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, j'espère que vous avez regardé, et je ne sais pas ce que vous avez regardé sur la photo, vous avez regardé le Mont-Saint-Michel, mais j'espère que vous avez surtout regardé la Lune, parce que vous connaissez ce proverbe chinois, quand le sage montre la Lune, l'idiot regarde le doigt. Alors le sage, c'est pas moi, on dit proverbe chinois quand on veut dire quelque chose et l'attribuer à quelqu'un d'autre, ou parfois africain, nous c'est chinois ou africain, peu importe. Ce qui est important, je crois, dans le numérique, c'est de regarder la Lune. Le doigt, ce sont les technologies. Moi, j'y connais pas grand-chose sur les technologies numériques. La Lune, c'est vers là où on va. C'est où est-ce que ça nous mène. Donc je crois que dans le numérique, ce qui est important, bien sûr, c'est la technologie, il faut la maîtriser. Il y a des gens qui sont très forts pour ça. Mais c'est de comprendre où ça nous mène. Et donc c'est ce que je voudrais modestement vous faire partager, ma propre vision personnelle. Je suis aujourd'hui indépendant, donc je représente que moi-même, et puis en plus je suis à 7 heures de vol de chez moi, donc il y a même s'il y a Internet, il y a toute liberté sur ce que je dis. Donc ça n'engage que moi. Ce que je voudrais, c'est vous dire d'abord ce qui me semble être les fondements, les choses les plus importantes de la révolution numérique. Ensuite, comment, de mon point de vue, ça va impacter l'exploitation agricole et le métier d'agriculteur. C'est d'ailleurs encore plus important le métier d'agriculteur que l'entreprise agricole au niveau des impacts. Et puis enfin, comment, de mon point de vue, ça va impacter le métier qu'on a en commun, beaucoup d'entre nous ici, le métier de tous les gens qui accompagnent les agriculteurs. Et je arrive déjà à la conclusion, comme ça on va gagner du temps. En écrivant ce livre, moi qui ai passé toute ma carrière dans le conseil agricole, je suis arrivé à la conclusion, ce n'est pas du tout l'idée que j'avais au démarrage de la réflexion. Je suis arrivé à l'idée que les premiers impactés et les plus forts impactés au démarrage par la révolution numérique, ça va être le monde du conseil, bien avant les agriculteurs. Et j'ai écrit ce livre il y a à peu près 1 an et demi, et ce qu'on voit chez nous dit qu'au moins là-dessus, je ne m'étais pas trompé. Alors, la révolution numérique, quelles sont les forces révolutionnaires? Vous savez qu'en France, on aime bien la révolution. On bouge, nous, que par révolution. On a du mal à bouger plus calmement. Donc, quelles sont les forces révolutionnaires? J'en vois 3. Les plateformes, les données et les robots. Alors, les plateformes. Le monde des plateformes. Je crois que vous avez ça aussi chez vous, Uber, ça vous dit quelque chose? Donc chez nous, Uber, c'est la bête noire des taxis, notamment les taxis parisiens. Et c'est un terme qu'on emploie, je ne sais pas si vous l'employez ici, le terme d'ubérisation. C'est devenu un mot, un néologisme pour dire, enfin ça veut tout dire, ça veut dire en gros, je suis bousculé, je suis un peu martyrisé par le numérique, je n'ai pas trop compris et ça bouge et j'ai peur de disparaître. Et donc, pour moi, qu'est-ce que c'est que l'ubérisation? La première chose, c'est des besoins clients mal satisfaits. Ça n'a rien à voir avec la technologie. Si les taxis parisiens avaient été plus nombreux, ils se protégeaient entre eux, il y avait des licences, s'ils avaient été plus nombreux, plus sympas,
moins casse-pied, si on avait pu payer à des cartes bancaires, s'ils avaient été agréables, Uber ne se serait pas implanté aussi vite. Donc c'est la première, et donc pour ne pas vous faire ubériser, parce que je dis souvent quand on me demande en conseil, première chose, réfléchis pas à la technologie, il faudra le faire à un moment donné, mais demande-toi en quoi tes clients ne sont pas satisfaits, comment tu pourrais répondre à leurs rêves, une réponse qu'il n'y a pas aujourd'hui en utilisant les technologies du numérique. Par exemple, la saisie automatique des données en comptabilité. Deuxième chose d'une plateforme, c'est un échange sans intermédiaire. On peut communiquer, on peut échanger des données, on peut échanger des denrées, on peut échanger des idées, on peut échanger des projets, on peut louer, on peut vendre, on peut acheter sans intermédiaire. Bien évidemment, dans le monde agricole, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, ça commence à se développer, notamment, par exemple, des plateformes pour louer du matériel agricole, pour acheter des intrants, pour vendre des céréales. Hein, c'est le démarrage, mais ça se fait comme dans la vie générale. Troisième idée, les plateformes, c'est on parlait de Facebook tout à l'heure, c'est un système marketing extrêmement développé. Extrêmement développé. Je ne sais pas si vous mesurez les offres qu'on reçoit par Facebook, le ciblage qu'ils font, c'est gratuit, mais quand c'est gratuit, ça veut dire que le produit, c'est toi, puisqu'ils utilisent tes données pour cibler et ils les vendent à d'autres. Je dis souvent, j'ai longtemps dirigé des entreprises de conseil, je dis souvent aux agriculteurs, on pourrait vous faire la comptabilité gratuitement, si vous nous autorisiez à vendre les données qu'il y a dans les comptabilités. Les coopératives seraient ravis d'avoir des ciblages à partir des données qu'il y a dans la comptabilité. Les banquiers, tout à l'heure un banquier va me suivre, il serait très content d'avoir les données des gens qui ne sont pas chez lui, et il y a tout ça dans la comptabilité. Mais déontologiquement, on ne le fait pas. Donc le produit, c'est toi. Troisième idée, ou quatrième idée dans les plateformes, c'est la foule des individus. Le pouvoir de la foule à travers les plateformes. Quand vous utilisez Airbnb ou Blablacar, je ne sais pas si vous avez ça, Blablacar, je crois que c'est français comme entreprise de covoiturage, vous notez la chambre que vous avez, vous notez l'accueil, et la personne qui vous a accueilli vous note. Et donc ça crée de la confiance. Je suis personnellement persuadé que les conseillers agricoles bientôt seront notés sur des plateformes. On saura ce que les gens de proximité savent, mais que les autres ne savent pas, ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. Bon, chez vous, ils sont tous bons, bien sûr, mais enfin, on ne sait jamais. Et ça va changer, je pense, beaucoup de choses, le rôle de la foule. Demain, on va se financer par la foule. Donc chez nous, on dit ça, vous n'aimez pas ça, mais nous, on parle de crowdfunding, le financement par la foule. C'est en train de se développer en agriculture. Il y a des plateformes spécialisées pour financer directement par la foule. Et enfin, le monde des données. Le monde des données, le big data, je crois que c'est avant tout, pourquoi on a créé depuis 3 ans, je crois, autant de données que depuis le début de l'humanité. C'est parce que, d'abord, on a des capteurs qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'on a réglé les problèmes d'énergie, et on a des transmissions qui sont très peu chères, des batteries qui sont très peu chères, du stockage qui a diminué en coût de manière vertigineuse, le stockage numérique, et enfin les algorithmes. Mais ça, ce n'est pas nouveau, les algorithmes, mais simplement ils sont numériques. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un capteur? Là, vous connaissez ça, hein, le nombre de capteurs qu'on peut mettre sur une vache, c'est absolument phénoménal. On peut tout mesurer aujourd'hui, y compris à l'intérieur de la vache. Hein. On met un bolus on lui fait ingérer un bolus dans lequel il y a un thermomètre et on mesure l'activité de la panse. Et donc, on a énormément d'indicateurs. Vous avez là un autre capteur, je n'ai aucune idée comment il fonctionne, sur la vigne, qui mesure le flux de sève de manière non invasive. Il est évident que pour gérer l'irrigation, c'est absolument exceptionnel comme opportunité. Donc, c'est ces capteurs, avec tout l'Internet des objets, qui génèrent toutes ces données. Derrière, on les analyse. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, on sait analyser des données très variées, très diverses, d'origine complètement différente, sans avoir à les structurer. C'est ce que nous, on appelle les 4V, les 5V, les 6V, les volumes. Donc, on sait traiter d'énormes volumes, ce qui change complètement la problématique d'accès à la donnée. On sait les traiter de manière extrêmement rapide, notamment en comptabilité, ça va permettre beaucoup de choses, en gestion. La question de la véracité, donc de la vérité, de la solidité de la donnée est moins importante, puisqu'on travaille sur un très grand nombre. Donc s'il y en a qui sont un peu foireuses, ce n'est pas très grave. Et on traite
aussi des données de nature extrêmement différente et de plus en plus des données d'image, des données de son. Par exemple, en agricole, là, je vous en ai mis une là, sur une vache. Hein, vous avez ça sur certains robots et directement, ça donne un état de notation de la vache. En production porcine, aujourd'hui, on enregistre dans les cases, enfin dans les salles, on mesure la toux. Et à partir de ça, on fait des alertes sanitaires. Donc on mélange tout ça et ça crée de la connaissance. Et donc justement, tout ça, ces données de masse, ça crée de la connaissance en permanence. Ça permet du monitoring en donnant des alertes. Et enfin, ça permet, de par les connaissances créées et la rapidité d'acquisition de données nouvelles, des modèles prédictifs, ce qui est particulièrement important quand on est dans un contexte de variabilité. Donc de tout ça, il reste le monde des robots, le monde des automatismes. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? Je n'ai pas mis le robot de traite, c'est trop facile aujourd'hui. Je vous ai mis un robot d'alimentation. Un robot, c'est d'abord des capteurs. Pourquoi on a pu faire le robot de traite? C'est quand on a enfin réglé le problème de précision et de positionnement très précis et de repérage du PI. Ce sont des règles de décision qu'on a données au robot. Ce sont des mécanismes, ça c'est pas nouveau. Et le robot, vous le savez, émet des données et alimente donc le big data. Mais aussi, il y a des robots nouveaux. Je mets ça dans les robots, ce n'est pas des robots, mais c'est toute la problématique de l'intelligence artificielle. On commence à avoir des robots de conseil. J'en ai vu un fonctionner, vous lui posez des questions, il vous répond. On a une banque en France, une des grandes banques mutualistes, qui a mis un robot pour répondre aux clients. Et donc, quand je dis un robot, ce n'est pas des réponses toutes faites. Hein, K1, K2, K3. Non, on pose la question et le robot répond. Il est évident que pour nous, conseillers, ça pose de sacrées questions. Sachant que le robot ne répondra pas à tout, mais il y a des éléments, après tout, à quoi ça sert de se fatiguer s'il peut le faire. Mais c'est évidemment perturbateur. Donc l'intelligence artificielle est un des éléments importants de l'évolution du numérique. Alors, ça, qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Qu'est-ce que ça va impacter sur l'entreprise agricole? D'abord, je crois que les automates, les robots, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais je mets ça un peu pareil, ça va permettre une étape nouvelle dans la mécanisation. Par exemple, là, vous avez un robot de picking, de cueillette, je crois que c'est des poivrons, cueillette de fruits, enfin de légumes. Mais il y a pareil dans les agrumes. Hein. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait un robot maintenant qui savait cueillir des fraises. C'est une étape nouvelle dans la mécanisation, des nouvelles tâches. Alors ça pose plein d'autres questions, c'est évident. Une étape nouvelle dans la pénibilité, enfin dans le fait de dégager l'agriculture des tâches pénibles. Aujourd'hui, le métier d'agriculteur est toujours fatigant, mais il est beaucoup moins fatigant physiquement qu'il y a 30 ans quand j'ai démarré dans le métier. Donc là, vous avez un robot qui porte et qui suit. Il est dressé pour suivre une personne et il ne suit pas l'autre personne. Bien sûr, les questions d'astreinte, qui se posent de manière complètement autre avec les robots de traite. Et puis des nouvelles pratiques. Des choses qu'on ne pouvait pas faire, qui vont apparaître avec les robots, ou des choses que tu as abandonnées qui vont revenir. Donc là, à mon avis, c'est encore très limité, mais c'est des drones tracteurs quelque part. Un drone qui fait autre chose qu'observer, qui traite. Donc ce qui permet des interventions à certains stades qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Là, c'est un robot qui est en phase de commercialisation grandeur nature. C'est un robot de désherbage. Ça change complètement le paradigme de la maîtrise adventice, le fait qu'on puisse, de manière mécanique, à nouveau désherber. Donc, il est utilisé en maraîchage. Par exemple, c'est un robot qui coûte 20 000 €. Au prix du matériel agricole, c'est pas très cher. C'est même pas cher du tout. Et c'est des petits robots. On pense d'ailleurs de plus en plus qu'on travaillera avec des groupes de robots. Pas des grosses machines, mais des petits robots. Donc là, ça amène à se reposer des questions d'itinéraire technique. Et puis enfin, donc là je vous ai mis, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était la vedette du Salon de l'Agriculture cette année, le tracteur autonome. Tout ça, ça pose bien sûr de grandes questions économiques.
C'est une étape de plus dans la substitution, le transfert capital-travail, pour employer des termes un peu marqués en théorie économique. C'est évident que, par exemple, on avait fait une étude, nous, en Normandie, sur les robots de traite. On était les premiers, puisqu'on avait beaucoup d'adhérents qui avaient des robots de traite. Et on avait montré que les gens qui avaient des robots de traite gagnaient moins d'argent que les autres. Ça avait fait un peu de bruit. Simplement, ce qu'on avait montré, c'est qu'une exploitation familiale où il y a 2 personnes, si la traite n'est plus faite par une des personnes, mais faite par le robot, et que le temps dégagé n'est pas utilisé à produire, eh ben on a remplacé du travail par un investissement. C'est très bien parce que ça libère du temps, mais il faut que la marge globale le permette, puisque finalement, on ampute un peu la marge. Donc ça ramène des tas de questions économiques. Sur l'entreprise agricole, ça modifie l'organisation de l'entreprise agricole. Excusez-moi. Même avec le numérique, il faut un peu de carburant. Ça modifie l'organisation de l'entreprise agricole. Un tracteur, quand le tracteur est arrivé, c'était autre chose qu'un cheval mécanique, y compris dans la psychologie des gens. La forme des parcelles, la forme de l'organisation des entreprises agricoles, quand on est passé du tracteur, du cheval au tracteur, a changé. On a remembré, on a supprimé les écuries, on a mis des hangars. Ça a changé les formes physiques de l'entreprise agricole. Mais je crois qu'avec le numérique, on va avoir la même chose. Quand on conçoit un bâtiment neuf avec des robots de traite en élevage, on ne le conçoit pas de la même manière qu'une étape traditionnelle, y compris quand on était... Alors, ce que j'ai vu là, les 2 jours où j'ai eu la chance de pouvoir visiter des exploitations, en même temps, chez vous, c'est souvent associé à une mise en stabu. Chez nous, il y a très très longtemps qu'on n'est plus en étal entravé, qu'on est en stabulation, mais même quand on construit une nouvelle stabulation, qu'on passe de stabulation, salle de traite, salon de traite dans votre vocabulaire, à stabulation robot, on ne le conçoit pas de la même manière. Les élevages hors sol numérisés ne sont pas conçus de la même manière. La gestion du pâturage ne se fait pas de la même manière. On commence à avoir des robots en test, des robots qui vont gérer les clôtures, l'avancement des animaux. Donc on ne va pas concevoir le parcellaire de la même manière. Donc tout ça, ça modifie l'organisation de l'entreprise agricole. L'agriculture de précision, c'est également des façons de modifier l'agriculture ou l'élevage de précision, de modifier l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise agricole. Pour moi, l'agriculture de précision, c'est la bonne intervention au bon moment, au bon endroit, ou sur le bon animal, et à la bonne dose. Et ça amène d'autant plus d'intérêt que la situation de départ était hétérogène. L'agriculture de précision permet de contrecarrer l'hétérogénéité. Si vous avez une parcelle complètement homogène ou un troupeau complètement homogène, l'agriculture de précision vous amène beaucoup moins que quand vous avez quelque chose de très hétérogène. Et le fait d'ajuster animal par animal ou morceau de parcelle par morceau de parcelle vous donne des gains bien plus importants. L'élevage de précision, là c'est un exemple en production porcine, je crois que ça vient de chez nos amis belges, il me semble. Donc on va pouvoir maintenant piloter l'élevage porcin port par port. Donc là, le cochon, quand il est dans la zone bleue, là, dans le numéro 2, il est pesé et en fonction de ce qu'il a déjà ingéré, de son profil, il passe à la nourriture ou il est bypassé. Donc on a des pilotages nouveaux, notamment des élevages industriels. Qu'est-ce que ça amène tout ça sur le métier d'agriculteur? Qu'est-ce que ça amène sur le métier d'agriculteur? En quoi ça le change? On voit bien que cette agriculture de précision, on voit bien que le fait de pouvoir avoir des outils d'aide à la décision supplémentaires, le fait d'avoir beaucoup de données, c'est nouveau. Ça amène des tableaux de bord de pilotage différents. Alors on parle beaucoup en France, un terme dont j'ai horreur, non pas parce qu'il est anglophone, mais on parle beaucoup de smart agriculture. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on ne voit pas chez vous, si vous n'avez cette maladie-là. Ça sous-entend qu'avant, l'agriculture était conne, quoi. Maintenant, elle est intelligente parce qu'elle a de l'informatique. Mais c'est stupide, je ne supporte pas ce terme. On parle maintenant aussi de smart city. Je me fais l'amitié de dire que j'ai été élu local, maintenant on commence à parler de smart city. Ça supposait qu'avant, la gestion de la ville était stupide. Non, non. Mais on a des tableaux de bord nouveaux
avec beaucoup de données, on injecte beaucoup plus de connaissances dans l'acte de produire. Non pas qu'avant, les producteurs étaient idiots, bien au contraire. Ils avaient un savoir extrêmement important, mais aujourd'hui, on objective davantage, on précise davantage. Donc ça fait énormément de tableaux de bord, c'est le bas du tableau, de la photo, avec du cockpit. Mais quand on a beaucoup de choses, il faut savoir lesquelles regarder au bon moment. Et en même temps, il y a la réalité biologique, agronomique. C'est quand même les bases du métier d'agriculteur et du métier de conseiller, de connaître tout ça. Et donc, il faut savoir aussi reconnaître, il faut savoir piloter à travers les données, mais en même temps connaître la vraie réalité agronomique, zootechnique. Un exemple que je donne souvent, c'est cette histoire de l'avion à New York là, qui s'est posé qui est tombé en rade, et le pilote a posé son avion sur la rivière Hudson et il a sauvé tout le monde. Il est allé à l'encontre de tout ce qu'on lui disait. Tous les tableaux de bord lui disaient retourne à l'aéroport. La tour de contrôle lui disait retourne, retourne, retourne. Lui, d'expérience, il savait qu'il ne pouvait pas retourner, qu'il n'avait pas le temps, qu'il allait se cracher. Et donc, il a repris manuellement et de par son expérience, c'était un senior très, très expérimenté, et il a posé l'avion. Et bien, je crois en période de crise, en élevage par exemple, ou en culture, dans période de crise, quand il y a une difficulté, le savoir-faire, l'intuition, le robot ne le remplacera pas, ça. Heureusement, heureusement. On a beau avoir plein de données, non, ça ne va pas faire. Ça, c'est le cœur du métier, sinon tout le monde fonctionnerait pareil. C'est le cœur du métier du savoir-faire de l'agriculteur. Et donc, comme je vous disais, il y a davantage d'informations dans la décision. Et ça modifie le métier d'agriculteur. Parce qu'il y a un passage par l'abstraction. Ce n'est pas uniquement quand je fais mon tour de plaine ou quand je suis dans mon étable, je sens les choses et je décide. Là, je passe par des données froides. Donc, je passe par une certaine conceptualisation qui me permet à la fois d'être plus précis et en même temps, souvent de piloter plus grand. Parce que mes données sont rassemblées sur des quantités plus importantes. Ça amène des nouvelles pratiques dans les élevages, par exemple, avec de nouvelles pratiques de pilotage des ateliers, avec ces automatismes, qui fait que l'agriculteur n'a plus qu'à gérer les exceptions. Il n'a plus à faire les réglages quotidiens qui se font automatiquement. Et donc, on passe d'un métier dans lequel il y a beaucoup de routine au sens, non pas péjoratif du terme, au sens d'organisation du travail, d'une tâche répétitive, au fait de gérer des exceptions. Et ça, c'est compliqué. Parce qu'une phase de routine, on va dire, c'est casse-pied, mais en même temps, ce n'est pas très fatigant, intellectuellement. C'est exactement, certains d'entre vous l'ont connu, quand au cours de sa carrière, on devient de plus en plus chef. On est dégagé de certains nombres de tâches, et en gros, il vous remonte que les merdes, que les problèmes, quoi. Rarement les fleurs, et il vous remonte les problèmes à gérer. Et bien là, c'est un peu pareil. Là, c'est un peu pareil. Et en même temps, vous pilotez plus vite, plus fort, plus grand, et vous pouvez faire autre chose. Et enfin, le numérique facilite les réseaux, la mise en réseau. Je suis venu il y a 7 ou 8 ans ici, 6 ou 7 ans, je ne sais plus. On est resté en relation par les réseaux sociaux, avec ce qui me fait le plaisir de revenir vous voir. On s'était revus pour certains entre-temps. Mais la logique des réseaux est une logique humaine, ce n'est pas du numérique. Mais le numérique facilite, par les plateformes, abolit les distances, et on va voir tout de suite après que ça a une conséquence, à mon avis, majeure en matière de conseil. Mais chez les agriculteurs français, je pense les agriculteurs québécois aussi, fonctionnent beaucoup en réseau, enfin en groupe, on a besoin de se rencontrer. C'est des métiers où les gens sont un peu seuls, ils ont besoin de se rencontrer. Le numérique est, de mon point de vue, un outil qui les aide. Mais ça va impacter, ce numérique aussi, les raisonnements stratégiques. Je pense que par rapport au numérique, les agriculteurs ont un avantage énorme, c'est cette habitude des réseaux. Les groupes, alors vous avez les groupes environnement, les groupes conseils, les groupes, voilà, nous on a les groupes de développement, on a cette vie les CUMA, voilà, on a cette vie en réseau. Ça c'est une force. Mais en même temps, on a en France, je ne me permets pas chez vous, je ne vous connais pas suffisamment encore, on a 2 freins énormes par rapport au numérique. Un, c'est et je
pense, j'ai la faiblesse de penser que vous êtes un peu pareil. On a un sens de la propriété exacerbé. On veut être propriétaire de tout. Le numérique, c'est l'économie, enfin du partage, en fait de l'usage avant la propriété. Ce qui est important, c'est que le matériel, je puisse l'utiliser, ce n'est pas forcément que j'en suis propriétaire. S'il tourne 200 heures par an, je n'ai peut-être pas intérêt à en être propriétaire. J'ai peut-être intérêt à le louer ou à l'échanger avec un... Et le numérique permet de révéler tout ça. Et le deuxième élément, c'est qu'on est, en France, je pense chez vous aussi, je ne sais pas, on est très autocentré. On considère toujours qu'on est meilleur et qu'on est différent des autres. Alors que le numérique, c'est quand même beaucoup l'ouverture vers tout le monde, l'ouverture générale. Et moi, je crois que ça amène de nouveaux raisonnements stratégiques, ce que j'ai appelé la propriété à l'usage, mais ce que j'ai appelé le numérique, ça permet de partager les risques, de faire des projets à plusieurs. On commence à voir ça. Hein. Plutôt que de faire seul, je fais avec d'autres. Donc je partage les risques, j'additionne les compétences. Le métier d'agriculteur est un métier de plus en plus complexe, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Dans une entreprise, les compétences sont partagées. Quand on est dans une petite entreprise, il faut partager les compétences et s'associer avec des gens. Quand je dis s'associer, ce n'est pas forcément se regrouper, hein, mais mener ensemble des projets avec des gens avec lesquels je m'entends bien, mais qui ne sont pas mes clones, qui n'ont pas les mêmes compétences que moi. Additionner les compétences. Et maintenant, pour vous, pour nous, pour moi, pour le conseil. Je vous disais, je pense que, enfin, on voit bien à travers tout ce que je viens de vous dire, on sent bien que derrière le métier d'agriculteur bouge, mais que derrière ça fait bouger beaucoup tout l'écosystème agricole, tout l'écosystème agricole. En France, on va avoir une évolution du paysage concurrentiel. Je n'ai aucune idée, je vous l'explique en 2 mots, mais je n'ai aucune idée si c'est vrai chez vous. Quand on a fait la pratique, on m'a dit, si, ça tu l'expliques. Dans le monde du conseil en France, il y a 4 grandes familles qui font du conseil aux agriculteurs. Il y a les coopératives et les négociants, il y a les chambres d'agriculture, il y a les centres de gestion, et dans le monde de l'élevage, le contrôle laitier. En gros, un peu les vétérinaires. Ces 4 familles de conseil, elles ont 2 points communs chez nous. C'est qu'elles ne vendent pas le conseil à son juste prix. C'est-à-dire que le conseil est financé par autre chose que le conseil. Les coopératives et les négoces, le conseil, je crois que vous employez ce terme, le conseil lié, il est lié à l'achat des produits. Il n'est pas facturé. Ou ils essayent, ils ont du mal. Les chambres d'agriculture sont en partie financées par l'État, par l'impôt, pas par l'État, par l'impôt. Les centres de gestion, qui sont chez nous des entreprises, la comptabilité est un secteur très rentable et il finance en partie le conseil. Donc une partie du conseil, le prix du conseil n'est pas le prix réel, il est financé par la comptabilité. Et enfin, le contrôle de performance, le conseil, chez nous c'est le contrôle laitier fait, le conseil en élevage, il est facturé, il est financé en grande partie par la pesée, par le contrôle de performance. Donc ça c'est le premier point commun. Le deuxième point commun pour ces 4 familles, c'est que cette vache à lait, excusez-moi l'expression, qui finance le conseil, va se tarir, voire dans certains cas disparaître. Chambre d'agriculture, l'État est en train de leur faire les poches. Il est en train de leur ramasser l'argent. La comptabilité, centre de gestion, je redis l'expression que j'utilise chez nous, je vais peut-être vous choquer, photographiez bien votre comptable. C'est un métier qui risque de disparaître. Non pas la comptabilité, mais l'automatisation des tâches comptables est une vraie réalité. Et donc le comptable fera du conseil, mais il ne fera plus de l'écriture et de l'opération comptable. Photographiez bien votre banquier aussi. Tout à l'heure, il y en aura un, photographiez-le, parce que les opérations bancaires, moi quand j'ai démarré il y a 30 ans, j'étais dans la banque, il y avait encore des opérations qui se faisaient à la main. Aujourd'hui, même les automates remplacent les guichets. Le contrôle laitier, je ne vous fais pas un dessin avec les robots, vous n'avez plus besoin de contrôle laitier, au niveau de la pesée, vous n'avez plus besoin. Et les coopératives et les négociants vont voir une partie, vont être obligés de de facturer le conseil à son juste prix, parce que, de par les plateformes, la désintermédiation, il y a les flux de matière qui vont se faire à des prix, qui commencent à se faire à des prix plus bas, puisqu'il n'y a pas le conseil. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on est un peu, on n'est pas tellement loin du numérique, hein, parce que le numérique est un peu par derrière tout ça.
Ça veut dire que le prix du conseil va augmenter, il va être à son vrai prix, et on va être sur une vraie concurrence, sur un marché ouvert, sans barrière. Donc ça va changer pas mal de choses potentiellement. Deuxième élément sur le conseil en matière numérique, deuxième élément de la révolution, je vous mets là 2 plateformes de conseil qu'on a chez nous, qui sont francophones, donc elles vous sont accessibles. Et ce que j'ai appelé, c'est l'ère du pair à pair, c'est-à-dire du conseil entre agriculteurs, à travers les plateformes de numérique. Il y a une première plateforme, AgriFind, l'expertise terrain partagée, son slogan, c'est la place de marché des compétences. Vous pouvez aller voir, hein, donc il y a des gens qui montrent leurs compétences à disposition de tout le monde. Et FarmLeap, alors nous, on a la maladie, hein, les startups, de mettre des mots plutôt anglais en espérant pouvoir conquérir le monde. Quand on discute avec eux, c'est ça qu'ils vous disent. Hein. Alors ils ont ce terme scalable, hein, c'est-à-dire on peut changer d'échelle facilement. Et donc, FarmLeap, en fait, c'est des groupes d'agriculteurs. C'est l'équivalent des groupes, mais à travers le numérique. Je suis personnellement partenaire de cette start-up dans laquelle je crois beaucoup. Vous avez une plateforme qui démarque et allez hop. On est sur la logique, allez hop. Ça fait 2 fois que je le dis, hein, allez hop, c'est une plateforme. Robert, ça fait 2 fois. Hein. Deuxième élément, il y a des nouvelles ouvertures avec le numérique. On s'affranchit pour partie du territoire. Je suis agriculteur, j'ai une question, mettons une question technique à régler, un peu complexe. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'adresser à mon conseiller habituel ou à ma conseillère que je connais bien depuis longtemps. Donc je sais qu'il est vachement bon, plus ou moins, pas trop, enfin ça dépend des moments. Et des secteurs surtout. Ou sur une plateforme, je vais voir qu'à 400-500 km de chez moi, il y a un gars qui a répondu plusieurs fois, avec succès, exactement à la même problématique. Et que ce gars-là est bien noté, ou cette fille est bien notée. Je peux aujourd'hui communiquer très facilement en visio avec, et si mon problème est technique, je photographie ma plante malade ou mon animal qui est tordu, ou je ne sais pas quoi, et il le voit aussi bien. Quel va être mon réflexe? Il y a un certain nombre de gens qui vont préférer s'adresser loin à des gens qu'ils ne connaissent pas, mais dans lesquels les réseaux leur donnent confiance et qui ont une expertise très pointue. Et ça veut dire aussi que le conseiller de telle ou telle entreprise, qui est très pointu, va être sollicité par des gens qui sont très loin. Donc ça ouvre complètement la problématique des frontières. Alors si je suis très bon, c'est merveilleux. Si je suis moyen, j'ai la trouille. Deuxième élément, troisième, je ne sais plus où j'en suis, ça va libérer le conseil du transfert d'informations. Chez nous, en particulier les centres de gestion, que je connais particulièrement bien, où on se glorifie d'être très fort en conseil, ce qui est vrai d'ailleurs, mais en même temps, dans ce qu'on appelle du conseil, il y a une bonne part qui n'est pas du conseil, qui est du transfert d'informations. C'est-à-dire que je vais voir l'agriculteur, il me paye, et je lui explique des choses, mais qu'aujourd'hui, il trouve, d'abord lui lire ses comptes, si c'est dans la compta, un mec qui sait lire, ça fait longtemps qu'il sait lire, il peut les lire tout seul, hein, et de savoir que sa marge monte ou baisse, il n'a pas besoin de moi pour le voir, quoi. Quand on discute, les gens ils disent « vous nous cassez les pieds à nous raconter tout ça, on sait faire ». Et beaucoup de questions réglementaires ou l'information, il a, en la posant en français à M. Google, et ça lui répond. Et donc, je crois que ça c'est une bonne nouvelle, c'est que, moi je disais souvent, dans un centre de gestion, un mauvais conseiller, il passe 60-70% de son temps à faire du transfert d'informations et 30% de son temps à faire du vrai conseil, et un bon conseiller, c'est le contraire. Le bon conseiller va demander, il va voir les préoccupations du chef d'entreprise, ses projets, ses motivations, l'aider à y voir clair et l'aider à avancer. Il ne va pas passer sa vie à lui commenter ses chiffres. Et donc, là, je crois que c'est une bonne nouvelle de faire vraiment du conseil. C'est en même temps exigeant. Ensuite, en matière de conseil, ce qui va changer, c'est ce que j'ai appelé le flux inversé de données.
le flux inversé des données, je fais juste, je vois que j'ai un tout petit peu de minutes d'avance. J'intervenais hier à l'Université Laval et j'étais dans la salle de pédagogie inversée. Ça m'a impressionné, ça. La salle, je vois Raymond, la salle de pédagogie inversée. J'ai toujours pas compris ce que c'était, mais la salle était vachement agréable. Par contre, le flux inversé des données, dans nos métiers de conseil, on va chez l'agriculteur avec les données, avec les savoirs de son entreprise, qu'on délivre à l'agriculteur. Quand le conseil de gestion va, il va avec ses données comptables. Le gars du contrôle laitier va avec les données, je ne sais pas comment vous appelez chez vous, là, du contrôle laitier, j'ai oublié le nom de votre entreprise. Le gars de la COP, il va avec ses résultats d'essai. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça, ou demain, c'est plus comme ça que ça va se passer. Parce que ces données, d'abord l'agriculteur, il les a en même temps. Et puis deux, dans la ferme, de par les capteurs, il y a des données que détient l'agriculteur et que le conseiller n'a pas. Et donc, il va faire du conseil, ça pour moi, ça a deux conséquences, ça. Il va faire du conseil, véritablement du vrai conseil, avec l'agriculteur, en temps réel, à partir des données de l'agriculteur et des siennes. Ils vont coproduire, c'est un terme qu'on utilise beaucoup chez nous, coproduire ensemble, et là, il fera son vrai métier de conseil. Et le deuxième élément, c'est que la logique en silo, le fait, par exemple, j'ai beaucoup joué à ça quand j'étais dirigeant du réseau Serre France, on faisait attention que les données ne sortent pas trop, pour que les concurrents n'en profitent pas, pour faire du conseil. Aujourd'hui, tout est disponible chez l'agriculteur. Donc on a une approche beaucoup plus transversale. Si je suis économiste et qu'en même temps j'ai des compétences techniques assez fortes, je vais pouvoir faire facilement du conseil technico-économique. Si je suis technicien et que j'ai une certaine ouverture à l'économie, ce qui n'est pas forcément très, très compliqué à acquérir, je vais pouvoir faire aussi du conseil de marge, voire du conseil de stratégie. Donc, on est très fort en France, chez vous peut-être aussi, pour avoir des silos et des frontières et des monopoles et se répartir les secteurs entre organisations agricoles. Moi, je pense que, déjà, je le pensais avant, puisque j'avais un peu bousculé certaines barrières dans mon département, on a une approche beaucoup plus horizontale du conseil. Et alors là, je vous ai donné une vision que vous pouvez dire, mais purée, c'est vachement technique, enfin techniciste. Moi, je crois que, effectivement, c'est une évolution importante, mais ce n'est pas l'essentiel. Je vous l'ai dit, je suis agronome. Mon premier métier, moi, j'étais conseiller en production végétale. Moi, je crois que vraiment l'essentiel dans l'évolution de l'agriculture, c'est qu'on va vers une agriculture beaucoup plus naturelle, faisant beaucoup plus systémique, faisant appel beaucoup plus au système global, gérant des équilibres et non plus un blé absolument identique partout, sans aucune mauvaise herbe, sans rien du tout. Par contre, on va jouer sur des équilibres d'écosystèmes. On a un terme chez nous, on appelle ça l'agriculture écologiquement intensive, où on utilise de manière plus intensive les dispositifs écologiques. Et cette agriculture naturelle et systémique, il ne faut pas la perdre de vue, ça me paraît l'évolution majeure. Le numérique est un élément qui va l'aider, mais il ne faut pas oublier cette évolution, parce qu'on pourrait très bien rester dans une agriculture classique, par exemple en utilisant moins d'intrants par l'agriculture de précision. Mais on n'a pas changé le paradigme. On n'a pas changé le paradigme. On est simplement plus précis. On va, je crois, vers une agriculture. Je ne suis pas en train de dire que tout sera une agriculture biologique, au sens organique, enfin, l'anglicisme organique, mais on va vers une agriculture, j'en suis persuadé, de plus en plus naturelle, de plus en plus agronomique, de plus en plus zootechnique, employant de moins en moins d'antibiotiques, mais avec toute la gestion de l'écosystème et la gestion de ses équilibres. Et les équilibres, c'est par définition de l'instabilité et de la dynamique permanente. Pour terminer, je crois que les agriculteurs, les agricultrices, face à ces révolutions, on va trouver 4 types de comportements, je crois. Il y a des agriculteurs, des agricultrices qui vont dire ça c'est pas pour moi. Et pas forcément des gens en fin de carrière d'ailleurs.
Et ils vont dire, bon voilà, tout ça c'est gentil, mais non, moi je continue comme avant. Bon, aujourd'hui il n'y a plus de tailleurs de silex véritablement dans le monde, mais je crois qu'on doit pouvoir continuer à cultiver sans avoir recours aux technologies numériques. Donc un agriculteur, quelque part, a le choix. Il y a d'autres agriculteurs qui vont être très geeks, mais qui vont se dire, dans mon système de production, dans mes itinéraires techniques, le numérique ne m'amène rien. Donc moi, je maîtrise bien ces technologies, je communique beaucoup, par Facebook, par Twitter, etc. Mais dans l'entreprise, je ne change pas beaucoup de process. C'est pas pour moi. Compte tenu de mon entreprise, compte tenu de ce que je fais, compte tenu de mes circuits de commercialisation. Troisième catégorie, pardon, ce sont les agriculteurs qui vont dire c'est vachement important. C'est une source d'économie majeure, c'est une source de productivité, c'est un mode de commercialisation dont j'ai besoin, mais je vais le faire faire. Donc c'est beaucoup les gens qui vont utiliser les outils d'aide à la décision de leur coopérative, qui vont déléguer à d'autres le fait de le manipuler. Et puis enfin, et c'est souvent ceux dont on entend parler aujourd'hui chez nous, ce sont les pionniers, qui utilisent ça à fond comme outil d'autonomie, et pour les pionniers comme outil d'image de soi, quelque part. Je suis pionnier, donc je me valorise en fonction de mes propres objectifs personnels, et c'est très bien. Donc on a, je crois, 4 catégories. Ceux qui vont dire c'est pas pour moi, ceux qui vont dire je fais mais pas trop, donc c'est à la marge, ceux qui vont dire ça rentre dans mes process mais je le fais faire par mon conseiller ou par un autre, et ceux qui vont dire je deviens complètement autonome et je négocie tout avec mes fournisseurs. Ils vont être casse-pieds pour les organismes, mais je négocie tout. Positivement d'ailleurs. Mais tu m'amènes rien, dehors. On a bien travaillé jusqu'à présent, mais maintenant je change, ça ne m'amène plus rien, dehors, et je travaille avec un autre. Par contre, tiens, il me manque quelque chose. Bon, les agriculteurs, il y a un truc à sauter dans le transfert, c'est pas grave. Les agriculteurs ont le choix. Par contre, je pense que les organisations autour de l'agriculture n'ont pas le choix. Elles doivent s'adapter très vite, voire pour certaines au risque de disparaître. Parce que tous ces agriculteurs, dans les 4 catégories, tous ceux qui ont besoin du numérique, ils ne vont pas attendre. Donc ils ont besoin que leurs organisations évoluent extrêmement vite. Et donc je crois que on est pris dans notre quotidien, et c'est très important de regarder, de comprendre et de savoir qu'à certains moments, même si ça peut faire peur, il faut avancer, il faut s'ouvrir. Le numérique, c'est beaucoup, je ne vous ai pas du tout parlé de technologie, hein. Je crois que c'est beaucoup de l'ouverture. Et ça, chez nous, c'est pas naturel. Chez nous, dans le monde agricole français, je pense que le vôtre soit un peu pareil, on a une culture très forte. Et le plaisir que j'ai pris dans les 2 jours où j'ai tourné avec un conseiller chez les agriculteurs, je me rends bien compte que vous avez aussi une culture et qu'elle est très proche de la nôtre. On échange très facilement. On a ces mêmes valeurs, ces mêmes cultures, ces cultures d'échange, ces cultures terriennes. Et je pense que toutes les agricultures du monde doivent être à peu près pareilles. En plus, nous, la même langue, c'est plus simple. Mais cette culture de l'échange, tout ça, c'est fort. On a une culture de la propriété qui est plutôt un frein par rapport au numérique. Et je crois qu'au final, cette culture, ça doit être une force par rapport à cette évolution numérique. Le grand risque, c'est que ça devienne notre prison. Donc il faut éviter, et ça dépend que de nous. Merci.